RMC, After Paris, François Pinet. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 14 d'After Paris, saison 2025-2026, un épisode, vous le savez, écoutez en podcast sur l'appli RMC notamment. Vous pouvez nous regarder aussi sur After Foot Télé et sur YouTube, bien sûr, laissez vos commentaires. Un épisode exceptionnel puisqu'on va débriefer ce PSG Tottenham spectaculaire, victoire 5-3 des Parisiens. Beaucoup de choses à dire dans cet épisode d'After Paris, le podcast pour les fans de Lucas Moura et de Giovanni Lo Celso, notamment deux joueurs passés par le PSG et Tottenham. Julien Taxis en fait partie. Salut Julien. Salut François, salut l'After Paris. Ça va ? Ouais, très bien, très bien. Ah, on s'est régalé hier. Comme toujours, après les matchs de Ligue des Champions cette saison, il se passe beaucoup de choses. C'est spectaculaire, Ouais. souvent. Avec le PSG, ça n'a pas toujours été parfait, on va en parler. Avec Fabrice Hawkins qui est là. Salut Fabrice. Salut François, salut Julien. Et notre invité pour débriefer avec nous cette rencontre, 132 matchs avec le PSG dans les années 2000. Il a aussi joué en Angleterre. Un autre Fabrice est avec nous, c'est Fabrice Pancrate. Salut Fabrice. Salut la team. L'excellent Fabrice Pancrate. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout va bien Fabrice ? Toujours fan du PSG, bien, toujours attentif ? Ouais, attentif, et puis j'étais au stade hier, donc très bien. Ah, bah super. Alors justement, on va débriefer, je vais vous demander vos tops et puis vos déceptions aussi sur cette rencontre. Mais d'abord, Fabrice Pancrate, je voulais avoir ton avis sur ce PSG-là, parce qu'on a vu des très bonnes choses, on a vu des choses un peu moins bonnes. Globalement, comment toi tu juges la performance du PSG hier ? Ben pour moi, elle est très bonne, dans le sens où, au-delà des buts qu'ils ont pris, moi, ce qui est ressorti, c'est surtout la sérénité. C'est-à-dire qu'ils ont été menés au score 2 fois, mais à aucun moment, tu as senti qu'il y avait un doute ou qu'ils auraient perdu ce match-là. J'étais avec Amara Simba et Bruno Negotti et Ali Benarbia, et ce qu'on disait, c'est que c'est eux qui gèrent le tempo, en fait. Ils prennent un but, ils font une erreur, mais ils sont sûrs de leur force, ils savent qu'ils vont l'emporter, le match. Il y avait des belles légendes dans les tribunes du Parc des Princes. Joli quatuor avec, c'est pas mal, avec Fabrice. Ouais. Julien, comment tu l'as trouvé ce PSG-là mitigé, parce que je pense qu'au-delà de la première période contre le Bayern, qui est particulière au vu de la qualité de l'adversaire, c'est peut-être la moins bonne période, la première qu'ont réalisée hier les Parisiens. Mais comme le disait Fabrice, il y a une force de caractère, une sérénité, une tranquillité qui fait que le Paris Saint-Germain, même avec des blessés, il y en a toujours, parce que Nuno Mendes hier était là sans être là, Kimi est toujours absent, Dembélé rentre en cours de jeu, Doué n'est pas là. Même avec tous ces facteurs et ce manque aussi de stabilité en ce moment, le Paris Saint-Germain a cette marge d'avance, je trouve, sur l'ensemble, je dirais quasiment sur tous les clubs chapeau 2, chapeau 3 en ce moment en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, on sent qu'il y a une marge et que quel que soit le scénario, il y a cette sérénité, ce caractère qui font que le Paris Saint-Germain s'impose au final. Et Fabrice Hawkins, toi, si autant de sérénité, j'ai entendu les mots de Julien, de Fabrice également qui était au stade hier. C'est vrai que s'il y a plus de sérénité, c'est aussi parce qu'il y a plus de talent au Paris Saint-Germain, et on l'a vu, Fabrice le disait à juste titre, on n'a jamais vraiment eu l'impression que cette équipe de Tottenham pouvait battre le Paris Saint-Germain. Parce qu'au milieu, c'est beaucoup plus fort à Paris, parce que même devant, il y a des absents avec Dembélé et Doué, mais quand ils décident d'accélérer, ça peut aller assez vite. Mais paradoxalement, c'est pas là où ils ont été le meilleur sur le secteur offensif, mais globalement, cette équipe était meilleure, et on l'a vu sur le terrain durant ces 90 minutes. Alors, on va parler des tops et des déceptions. N'hésitez pas en commentaire à laisser votre homme du match, même si on est peut-être un peu tous d'accord. Fabrice Pancrate, ton homme du match vu du stade, c'est évidemment Vitinha ou tu as un autre nom ? Non, à l'unanimité, c'est Vitinha. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas à dire. Il met son triplé, c'est le métronome de l'équipe, tout passe par lui. Il temporise le jeu, il accélère le jeu. Il s'est donné dans le beau tempo. À côté de lui, mais bien sûr, ça suit, parce que tu as des complémentarités avec Neves et Ruiz, mais sur cet ensemble du match, il tire vraiment son épingle du jeu, je dirais, et puis c'est lui qu'on voit sur la scène le plus. Vitinha qui a inscrit un triplé, il n'avait jamais marqué plus d'un but dans un match en carrière pro, donc là il y va directement par un triplé avec le Paris Saint-Germain, et puis quel triplé avec des buts magnifiques. Juste avant de vous entendre, Julien et Fabrice, on va écouter Vitinha qui est passé à notre micro après cette rencontre et qui forcément était heureux de sa performance individuelle. Ça fait plaisir, je me sens bien.
C'est vrai que j'ai jamais pensé à marquer un hat-trick, donc ça fait du bien et surtout ça a aidé l'équipe, donc je me sens encore plus heureux pour ça. Je pense qu'on était mené au score 2 fois, un peu contre le courant du match, mais même là, on a su garder la tête froide, on a su montrer la personnalité comme on a déjà fait beaucoup de fois l'année dernière. Mais ça, c'est incroyable parce que beaucoup d'équipes, quand ça passe, commencent à claquer, commencent à tomber. Et nous, on surmonte la difficulté. Et ça, c'est une caractéristique incroyable dans cette équipe. Et je félicite tout le monde parce qu'on doit garder ça. Et je dois dire aussi avec l'aide de supporters qui n'ont jamais cessé de croire. Tu sens dans le terrain qui continuent à chanter, qui continuent à pousser pour nous. Et ça, c'est important. C'est un discours de leader, là, ce qu'on entend, Vitinha. Je trouve qu'il a pris encore plus une dimension. Alors, c'est pas d'hier soir, mais quand même de leader. Ça serait presque la fin de ma démonstration. Vitinha, alors je crois que c'est Achraf Hakimi qui est vice-capitaine numéro 2, mais je pense qu'à terme, le brassard, il est pour lui après le départ de Marquinhos. Au-delà de ça, l'arme... c'est d'un point de vue, je trouve, leadership et comment dire, maîtrise, impact global. Il y a cette arme en plus qu'a Vitinha, ses frappes de loin. Je crois que depuis 2023, c'est le joueur qui marque le plus à l'extérieur de la surface en Ligue des Champions. Et hier soir, ça a été fondamental face à un bloc très très regroupé. Il y a l'ensemble de sa prestation. Enfin, il n'y a plus trop de mots pour Vitinha. Je crois que c'est plus de 100 ballons touchés, 7 ballons récupérés. C'est globalement très très complet. Et puis oui, il y a ce leadership naturel, assez froid, mais il y a un charisme. Il emmène les autres, en fait, Vitinha. Et c'est lui aussi qui fait basculer le match hier. Fabrice, qui a suivi l'arrivée de Vitinha, c'était pas forcément évident au Paris Saint-Germain. Dans ton livre de l'enfer au paradis, évidemment, on reparle de Vitinha, mais c'est vrai que c'est un joueur qui qui, quand il est arrivé, avait une marge de progression importante, qui n'a pas montré tout de suite ses qualités. Et là, sur le match d'hier, c'est vrai, on a quasiment tout dit sur Vitinha. D'ailleurs, on en a parlé déjà la semaine dernière dans After Paris, mais encore plus, je trouve qu'il y a ce côté leader, je sais pas, dans l'attitude. Quand le PSG était en difficulté, c'est lui qui les a réveillés, quoi. Oui, et c'était important parce que d'autres cadres n'étaient pas là. On a parlé d'Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé non plus. C'est le deuxième capitaine, Julien le disait, le troisième même derrière Hakimi et Marquinhos. C'est vrai que sur le terrain et en dehors du terrain, il a pris une autre dimension sur le terrain parce qu'on l'a vu, il est capable de prendre ses responsabilités quand les cadres ne sont pas là, quand en tout cas ceux qui ont été énormément décisifs ces mois derniers sont absents. Capable de marquer des buts, on le savait déjà. Dans le langage corporel aussi, on sent vraiment un patron. Et puis leader aussi à l'extérieur parce qu'il a pris une autre dimension. C'est aussi pour ça que ses coéquipiers l'ont nommé troisième capitaine. Ils auraient pu mettre Dembélé, par exemple, qui est quatrième. Ça ne lui enlève rien, mais il est troisième capitaine. Voilà, devant Ousmane Dembélé et d'autres joueurs qui sont arrivés peut-être avant lui. Et c'est vrai que ça montre beaucoup de ce que pense le vestiaire déjà de lui. Et du coup, lui, il a pris en confiance aussi. Tu parlais tout à l'heure de mon livre de l'enfer au paradis où je parle de ses difficultés quand il est arrivé notamment, où parfois c'était un petit peu plus difficile aussi pour lui, les relations avec certains n'étaient pas forcément très claires. C'est une réalité, c'était pas simple pour lui. Messi voulait tous les ballons, comme d'autres joueurs aussi. Lui il tentait de faire son jeu, vous voyez comment il est. Il y a un dirigeant du Paris Saint-Germain en parlant de lui un jour, m'a dit c'est un pianiste. C'est-à-dire que voilà, c'est lui un petit peu qui donne le tempo. Il a besoin d'avoir le ballon dans les pieds. Exactement. Ouais. Et donc forcément, ça plaisait peut-être pas à certains, mais aujourd'hui qu'il a vraiment les mains libres, on peut le dire, on voit qu'il fait ce qu'il sait faire et il est parfait. Et je rajouterais juste que c'est le joueur d'assez loin le plus décisif cette saison au Paris Saint-Germain. 5 buts et 8 passes décisives, ça dit beaucoup de son influence quand même cette saison aussi. Fabrice, j'imagine que tu aurais aimé jouer avec un milieu de terrain comme ça, même si il n'y avait pas besoin, Fabrice. Il y avait Jérôme Rotten notamment, que l'on salue, qui était dans cette équipe aussi. C'est le même niveau, Fabrice, Jérôme, ou pas? C'est un autre profil. Faut pas comparer Jérôme Rotten et côté, Viti, c'est au milieu. C'est dans okay. Mais est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain du monde? Voilà, allez, je pose cette question parce que Luis Enrique régulièrement dit qu'il fait partie des 2 meilleurs milieux de terrain du monde. On pense à Pedri, parfois dans nos débats quand on en parle. Est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain du monde, Fabrice, pour toi? Actuellement, et dans son ère, il est clairement pour moi le numéro 1. Aujourd'hui, même si tu as eu Rodri qui a eu le Ballon d'Or il y a 2 ans, qui fait partie de ces joueurs-là aussi,
Pour moi, au jour d'aujourd'hui, Vitinha, c'est numéro 1. On parle de Pedri, oui, parce que Pedri, il a un impact aussi important dans le jeu de Barcelone, mais Pedri, je crois, il n'est pas aussi décisif que Vitinha. Aujourd'hui, Vitinha, il a une palette un peu plus complète. C'est des petits gabarits, certes, mais au-delà de faire jouer ses coéquipiers et de créer les décalages, il est aussi capable de marquer. Il a montré hier, il a montré depuis un moment déjà, ce que Pedri fait un peu moins. On va écouter Marquinhos, justement. C'était hier également lors du match donc, face à Tottenham, quand il parle de Vitinha, de son coéquipier. On comprend toute l'importance que Vitinha a pris dans le vestiaire. Il montre toujours tous les matchs comment il est important. Moi, j'ai vu arriver, j'ai vu grandir dans cette équipe. C'est lui qui contrôle notre jeu, c'est notre maître au milieu de terrain. C'est lui qui donne notre tempo, de ballon aller vers l'avant, d'un côté à l'autre. Je pense que le coach, il adore ce joueur. Il est toujours sur le terrain. Des fois, on le dit qu'il faut qu'il se repose un peu aussi des fois. Je suis très heureux et très content qu'il soit avec nous. Parce que c'est un très grand joueur et je pense que c'est un des meilleurs milieux de monde aujourd'hui. Faut pas qu'il se blesse, hein, en tout cas, Vitinha. Ah, ça c'est sûr, parce qu'il y a déjà l'infirmerie est déjà pleine. Mais c'est intéressant ce qu'il dit Marquinhos quand il dit notamment, je crois que le coach l'adore. Bon, il croit pas, il en est certain. C'est un des petits chouchous de Luis Enrique, ouais. Peut-être son chouchou d'ailleurs. On l'avait vu quand il avait été question de désigner les tireurs de penalty. Et pourquoi j'ai ça ? Parce que ça l'a aidé aussi, je pense, à grandir. Peut-être qu'il avait besoin aussi d'un coach qui lui fasse vraiment pleinement confiance, qui lui donne les clés. C'est ce que lui a donné Luis Enrique. Alors justement, concernant Vitinha, il n'est pas beaucoup laissé au repos. Il avait été laissé au repos seulement sur un match, c'était contre Strasbourg, deuxième joueur de champ le plus utilisé cette saison. Et je vous renvoie au podcast de la semaine dernière, After Paris, on était avec Vincent Guérin qui nous expliquait aussi, et ça c'est intéressant, à quel point le Bayern Munich avait étouffé Vitinha et de ce fait étouffer le Paris Saint-Germain. Et c'est peut-être là où est le danger pour le PSG. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse, c'est que si Vitinha est moins bien, forcément les prestations du PSG peuvent être moins bonnes. Non, mais c'est sûr, on le voit cette saison, même quand le Paris Saint-Germain est moins bien, et je reprends toujours l'exemple du match à Marseille, lui reste à un niveau moyen qui est assez exceptionnel. Moi j'ai eu la sensation sur le match d'hier que c'était plutôt Joao Neves avec sa forme du moment qui avait été ciblée dans l'entrejeu notamment par Thomas Frank, mais oui c'est évident que si les adversaires, mais il faut quand même des sacrés milieux de terrain pour après, arriver. Il faut avoir le milieu de terrain, faut avoir le milieu de terrain ouais. du Bayern. Juste sur Vitinha, moi juste petite pièce quand même sur le fait qu'à terme ce garçon-là peut devenir capitaine du Paris Saint-Germain après le départ de Marquinhos, bien évidemment. Même si Hakimi est numéro 2, voilà, c'est toujours bien d'avoir un garçon dans le cœur du jeu. On me dirait Hakimi joue aussi au milieu de terrain, mais je trouve qu'il a de plus en plus l'étoffe et qu'il prend ces responsabilités-là. En tout cas, c'est le joueur qui fait le plus de passes actuellement sur tous les joueurs présents en Ligue des Champions, 508. Bon, ça, c'est un chiffre qui ne veut rien dire par rapport au chiffre des passes réussies, hein, parce que sur ces 508 passes, il y en a 93,7% de réussies. Et puis, ce n'est pas des petites passes faciles. Hein, c'est pas, voilà, ce sont des passes compliquées également. Donc, voilà pour les statistiques de Vitinha, dont on a beaucoup parlé. C'est normal dans cette première partie d'After Paris. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. On revient dans un instant avec Fabrice Hawkins, avec Julien Taxis, avec Fabrice Pancrate, notre invité, pour continuer de débriefer ce match entre PSG et Tottenham. À tout de suite. Deuxième partie de cet épisode spécial PSG Tottenham avec Fabrice Pancrate, notre invité, Julien Taxis, Fabrice Hawkins sont également là pour débriefer ce PSG Tottenham. On a évidemment parlé de Vitinha longuement, c'est normal, c'est l'homme du match. Est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez quand même ressortir ? Fabien Ruiz, il était pas mal hier soir. Il a été moi, j'ai performant, adoré Fabien Ruiz. Dans le style aussi, très Luis Enrique compatible. Ce qui a changé pour moi, alors il n'a pas forcément été hier, mais pour Fabien Ruiz, depuis plusieurs mois maintenant, on l'a vu notamment face à Arsenal au retour, il a cette capacité aussi à être décisif. Il y a une scène, une image qui m'a marqué hier soir, c'est le petit 1-2 avec Vitinha de la tête, ou le Parc, je suis sûr que Fabrice a dû adorer ce moment-là aussi, où le Parc s'est exclamé un petit peu. Non, il nous régale Fabien Ruiz, il régale en tout cas les amoureux du beau jeu. Et puis son entourage disait qu'il avait besoin de temps pour revenir au niveau parce que lui il a été pas mal blessé, pas mal de petits pépins depuis le début de saison. Là honnêtement on a revu du très très grand Fabien Ruiz toujours dans ce rôle de pas de régulateur mais dans les compensations. Et puis effectivement Fabrice a raison de le rappeler, il marque, il frappe de loin aussi, c'est une arme en plus. Et c'est vrai que vu du stade, puisque tu y étais Fabrice hier, voir Fabien Ruiz, si on se concentre sur lui, c'est très intéressant parce que comme il le disait, c'est vrai qu'il compense beaucoup, il joue parfois en une touche donc il est capable d'accélérer le jeu, parfois aussi il se met à la place de Vitinha quand Vitinha se projette un peu plus dans ce rôle de numéro 6. Bref, j'ai l'impression que c'est un des joueurs les plus intelligents là, à chaque fois il sait se placer parfaitement par rapport à ses partenaires. Je ne sais pas ce que tu en penses Fabrice.
Ouais, non, c'est exactement ça. Mais le maire, Luis Enrique, a bien trouvé son, je dirais, son triangle avec João Neves, parce que les trois, tu vois bien que si tu mets une loupe sur eux, ils sont jamais très loin les uns des autres. Et ils avancent ensemble, ils descendent ensemble. Quand ils vont presser, ils sont pas très loin de l'autre. Et à la récupération du ballon, ça combine très vite entre les trois. Et c'est eux qui donnent le là, je dirais, sur les actions à avoir et se projeter vers l'avant. Et Fabien Ruiz, on l'a vu encore hier, dès qu'il y a une opportunité, ben, il a pas loupé, il a mis au fond. Et dès qu'il faut temporiser aussi et calmer, ben, les deux, avec Vitinha et Neves, c'est écœurant, j'ai envie de te dire. Franchement, c'est limite des gamins, parce que tu veux pas avoir le ballon, et t'en as marre, en fait. Ils tuent mentalement, physiquement. Ah, c'est vrai que bon, on a vu encore cette emprise du milieu de terrain. Encore une fois, rendez-vous sur After Paris de la semaine dernière où on a posé cette question. Tiens, je peux la poser à Fabrice aussi. C'est dans la continuité. Mais nous, on se posait la question, est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du PSG ? Je ne sais pas si c'est ton avis, mais on le comparait à Thiago Motta, Matuidi, Verratti par exemple. Est-ce que c'est ton avis aussi ? Parce qu'on peut aller plus loin, hein. Ça peut être aussi le meilleur milieu de terrain de l'histoire. Voilà, c'est peut-être un peu fort. Hein, ouais. Bon. Une époque, il y avait quand même Busquets, Xavi, Iniesta. Mais on les compare de plus en plus à ce trio-là. À Busquets, Xavi, Iniesta. Moi, j'entends de plus en plus João Neves, Vitinha, c'est Iniesta, Xavi. J'ai entendu ça aussi. On va laisser Fabrice. Qu'est-ce qu'il en pense sur ces comparaisons? Prématuré. De ce moment-là, oui, mais de l'histoire, non. De l'histoire, il y a des très gros joueurs. Avec De Bruyne, Yaya Touré, Xavi, Iniesta, c'est gros aussi. Non, c'est très fort. Eux, ils sont très forts, mais de l'histoire, il y a match. Kroos, Casemiro, Modric. Non, dans l'histoire, il y a eu l'histoire du PSG, je pense. C'est le milieu qui les a portés sur le toit de l'Europe. Donc, à un moment donné, ils rentrent dans la discussion. Et moi, à titre personnel, je pense que oui. Mais après, de l'histoire, je pense qu'il faut gagner plusieurs fois. Au-delà de la qualité intrinsèque des joueurs, je pense qu'il faut gagner plusieurs fois, répéter ce type de performance pour pouvoir rentrer dans la discussion. Complètement. Alors, toujours, point de vue des points positifs. Après, on va parler des déceptions et de vos déceptions, mais d'abord un petit clin d'œil quand même pour Marquinhos, parce qu'il a fêté sa 500e hier avec le PSG, et d'ailleurs c'est l'invité exceptionnel de Roten sans flamme ce jeudi. Vous pouvez retrouver l'interview en podcast, mais je voulais vous faire écouter ce qu'il dit sur ce chiffre exceptionnel, 500e pour Marquinhos, au micro de Roten. Ouais, c'était un match particulier, match de Champions League en plus, on savait de la difficulté, alors je voulais vraiment que l'équipe gagne pour qu'on puisse célébrer bien. J'ai arrivé à tenir mes émotions pendant ce match. 500 c'est quand même c'est énorme. Ça passe tellement dans une dynamique dans notre vie que des fois on se rend pas compte des choses qu'on arrive à faire et à accomplir. Tu vois ça. Quand je vois le numéro là devant moi, j'ai la médaille et tout. Je réalise un peu, après les gens ils me saluent, on parle un peu avec les gens du club aussi qui m'ont vu arriver, tu vois, ça me touche beaucoup, voilà, c'est vraiment très beau. Voilà, Marquinhos, donc dans Roten sans flamme, a retrouvé en podcast bien sûr cette interview où il dit aussi notamment qu'il se voit bien finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Donc ça, il a de beaux jours devant lui avec la concurrence en ce moment, et Luis Enrique a dit qu'il espérait le conserver le plus d'années possible. Voilà pour ce qu'on voulait dire de façon positive sur ce match, mais quand même, malgré tout, même s'il y a la victoire au bout, il y a peut-être des déceptions. Fabrice Hawkins, si tu dois sortir une déception dans cette rencontre du Paris Saint-Germain, côté PSG. Il y en a quand même, Lucas Chevalier. Ouais. En fait, j'ai pas envie d'être dur avec Lucas Chevalier, c'est pour ça que je le pointe du doigt, mais parce que j'en attends énormément et je pense vraiment que c'est un gardien de très haut niveau. Il faut simplement qu'il règle certaines choses, psychologiquement aussi. Arriver dans un club comme le Paris Saint-Germain, c'est pas la même chose que jouer à Lille, et lui-même l'a reconnu. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de déception parce que sur les buts qu'il prend, il y en a au moins un où il doit faire beaucoup mieux. Je pense à la frappe de Kolo Muani quand il élimine les deux défenseurs. Les sorties aussi sur le deuxième. Les sorties, c'est compliqué bien sûr, c'est un peu aléatoire. Donc par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre d'un international français, peut-être numéro 2 à la prochaine Coupe du Monde, c'est vrai qu'il est un peu décevant. Fabrice Pancrate, qu'est-ce que tu penses de Lucas Chevalier ? C'est vrai que c'est pas facile pour lui, il arrive dans un club champion d'Europe, il doit s'imposer et c'est forcément un rôle différent.
Déjà, je dirais que c'est un peu la tête de Turc de pas mal de personnes en ce moment. Mais c'est pas simple de passer derrière Gigi, même si Donnarumma aussi, il avait fait des erreurs par le passé et c'était dur de s'imposer après Buffon et Navas. Mais Tu l'aurais fait ce choix, Chevalier, Fabrice? je dirais que. Quoi? Si t'avais eu le choix, toi, tu aurais pris Lucas Chevalier ou t'aurais laissé Didio? Moi, je pensais qu'ils allaient garder Didio et prendre Lucas Chevalier en second et que Didio aurait fait une année de plus et après ils auraient intégré Chevalier au fur et à mesure. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire ce truc-là, comme ils l'ont fait par le passé avec les autres gardiens. Hein. Là, ils ont mis Didio directement en transfert et ils ont mis Lucas Chevalier d'un coup. Alors que, comme tu l'as dit avant, au Paris Saint-Germain, c'est pas simple. Quand tu es au LOSC et que tu arrives à Paris, il y a des grosses attentes sur toi, les caméras sont sur toi, la moindre petite erreur, ben, tout est amplifié. Donc là, voilà, et aujourd'hui, c'est un peu la cible de tout ça. Dès qu'il va faire une petite boulette ou quoi, ben, il va prendre pour son grade. Mais ça reste néanmoins un très bon gardien de très grande qualité. Et peut-être que le temps, et j'espère bien que le temps va faire qu'il va s'améliorer, qu'il va prendre de plus en plus confiance et qu'il va montrer qu'il est vraiment. Ouais, parce que c'est vrai, quand on regarde les stats en Ligue des Champions, tout simplement, Lucas Chevalier, c'est le 32e des 36 gardiens titulaires de la Ligue des Champions au pourcentage d'arrêt. Seulement 46% d'arrêt. Il est bien loin, par exemple, d'un Thibaut Courtois qui est en tête avec 90%, d'un David Raya, le gardien d'Arsenal, 89%, et même Nick Pope qui est 3e. C'est famélique. 84%, c'est famélique. 5 matchs, 8 buts encaissés. Ouais. C'est vrai que c'est une statistique difficile, mais au-delà de la statistique, c'est ce que tu disais aussi, Julien, c'est l'attitude, c'est la façon d'être, c'est peut-être une crainte et un manque de confiance. Ouais, quoi, il est dans une période compliquée. On le répète chaque semaine, il faut intégrer les nouvelles méthodes, le fait qu'il soit au centre du projet de jeu également. Moi, j'ai pas forcément envie non plus, comme Fabrice, de tirer sur l'ambulance à Lucas Chevalier. Il y a du temps, les résultats le sauvent en fait en ce moment. Il y aura le juge de paix que seront les matchs à élimination directe, et on peut aussi rappeler qu'on a laissé 2, 3, 4 ans à Didio Donnarumma, même sur ces matchs-là. C'est clair. Et comme tu le dis, Julien, de toute façon, on le sait que s'il est bon de février à mai, tout lui sera pardonné. Hein. Oui, complètement. Autre peut-être déception. Je sais pas, Julien, t'en avais moi, c'est la vraie déception hier. J'ai tiré sur l'autre ambulance du moment. Fabrice parlait de la tête de Turc. C'est Bradley Barcola, parce que tous les papiers d'avant-match faisaient état effectivement d'un Bradley Barcola en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ce double visage, on l'a vu hier. Et honnêtement, moi, je suis vraiment frustré du match de Barcola hier. Je sais pas ce qu'en pense Fabrice. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit physique, parce que j'ai l'impression qu'il avait les jambes hier, Bradley Barcola. C'est peut-être dans la tête, mais il a pas fait un bon choix. Il a pas réussi un dribble. Il y a une tête qui est assez catastrophique sur un ballon par-dessus. Il y a rien de bon dans le match hier de Bradley Barcola, et pour preuve, Luis Enrique le sort à la 60e alors qu'il laisse Quentin Djantou sur le terrain. Fabrice, Pancrate. Oui, pour moi, je dirais que c'était un jour sans. J'ai pas envie de tout remettre en question, parce que connaissant les qualités de ce petit-là, il est capable. Mais c'est ça qui est frustrant, Fabrice. Il y a telle qualité chez Bradley Barcola en Ligue des Champions. On a Fabrice, il peut pas le critiquer. Il avait un peu le même style que lui. Tu vois, c'est un peu le même style de joueur. C'est le corporatisme des ailiers du PSG. On se connaît. Non, mais c'est frustrant, Bradley Barcola, je trouve. Non, mais c'est normal, parce que quand tu as un joueur comme lui, capable d'éliminer quand il veut, les changements de rythme et d'accélérer, effectivement, on en attend plus. Et quand tu es encore plus dans les tribunes, tu dis, allez, vas-y, fais lui. Et puis, ça vient pas. Mais peut-être qu'il faisait un petit peu trop froid. Lui, c'est un mec difficile. Il s'est réchauffé. Donc, on n'avait pas cette hypothèse. Etc. Mais en soi, j'ai même pas de doute. C'est vrai qu'on est très exigeant avec les joueurs de qualité, et c'est le cas pour Bradley. Mais je dirais que hier, pour moi, c'était un jour sans. Et il fera mieux le prochain match. Mais c'est vrai que après, Fabrice, ça fait quand même plusieurs matchs. Il retrouvé de Dembélé, etc. Donc on veut toujours qu'il provoque, qu'il aille faire la différence, qu'il aille au bout et qu'il soit plus efficace. Mais le problème de Barcola, c'est que il n'a pas l'efficacité d'un Ramos ou d'un Désiré Doué ou même d'un Dembélé aujourd'hui. Mais attention, en général, je parle pas le match d'hier, mais le contenu de ses prestations, elles sont très intéressantes quand tu analyses, parce qu'il fait la différence
il casse les lignes, il crée des différences, il sait mettre la dernière passe. Alors des fois, oui, il est maladroit dans le dernier geste, ok, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment analyser son jeu, et son jeu est très intéressant. 0 but en 5 matchs de Ligue des Champions. Et quand on regarde les XG, les fameuses XG, eh ben, il fait partie des moins bons en Ligue des Champions. Moi, je suis OK pour la thèse du jour 100 hier, parce que c'est vrai qu'on a rarement vu Bradley Barcola faire un match aussi pauvre en fait dans la provocation et cette capacité à éliminer. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu aussi, c'est le débat autour de Kvaratskhelia, qui est à gauche, qui est à droite, et du fait que Bradley Barcola soit quasi systématiquement à gauche, on entrave peut-être un petit peu le potentiel de Kvicha, qui dès qu'il est passé à gauche a été bien meilleur. Oui, ça c'est vrai. Il y a pour Barcola et Kvaratskhelia, le meilleur endroit sur le terrain, c'est côté gauche. C'est ça aussi peut-être le petit problème. Tous ils veulent jouer. En fait, ils veulent tous jouer à gauche. En fait, c'est ça aussi. À part Ousmane Dembélé qui peut jouer devant et à droite, ils veulent tous jouer à gauche. Il manque un Fabrice Pancrate. C'est un peu ça. Parce que Fabrice, toi, c'était le côté droit, ton côté préférentiel, si je me souviens bien. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que moi, le côté aurait été libre. Voilà. Pour moi, avec Hakimi. Mais avec Hakimi dans le dos, c'est valeur sûre. Mais je pense que j'aurais plus joué arrière droit que côté droit. Parce que évidemment, il monte lui. C'est vrai qu'il faut compenser quand il y a Hakimi. Et là, c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Fabrice, juste rapidement, mais l'absence d'Hakimi et Mendes qui ne fait qu'une mi-temps, ça joue aussi sur le rendement offensif d'un Kvaratskhelia qui n'a pas été non plus excellent. Sur l'animation de Barcola et sur l'animation offensive. C'est pas les mêmes automatismes. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, de combiner. Et il faudrait regarder, mais depuis le début de la saison, l'équipe qui a fait finale de Ligue des Champions et finale de la Coupe du Monde des clubs, quoi, qui avait un suspendu pour la finale de la Coupe du Monde des clubs, il me semble. Mais ils ont très rarement pu aligner ce 11-là. Donc c'est vrai qu'on juge les performances du Paris Saint-Germain. Bon, en Ligue des Champions, ça se passe plutôt bien, mais il ne faut pas oublier que Luis Enrique est en train de les préparer aussi à monter en puissance. On sait qu'ils ont une prépa très courte pour pouvoir être le plus performant à partir du début de l'année. Bon, voilà, on a fait le tour sur ce PSG Tottenham. On va remercier 1000 fois Fabrice Pancrate quand même. Merci Fabrice. Tu reviens quand tu veux, Fabrice. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu as ta carte de membre d'After Paris, donc tu reviens quand tu veux. On t'attend. Là, c'est un petit message pour tous ceux qui ne nous regardent pas sur YouTube. Il brosse trop la coupe là. C'est la coupe de Fabrice Hawkins qui va pas. Il faut qu'il rase, c'est ça? C'est ce qu'on me dit aussi à moi. Non, c'est bien la touche, la Arnaud Débouli, ça lui va très bien. Moi, je le trouve magnifique, Fabrice. Merci, heureusement que t'es là. Fabrice, tu reviens quand tu veux, évidemment, dans After Paris. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Julien, merci. Fabrice, merci beaucoup. Et à très bientôt dans After Paris. N'oubliez pas de liker cet épisode, de le partager, de commenter, de donner votre homme du match, votre déception en commentaire sur YouTube. De vous abonner aussi pour ne pas rater le prochain épisode d'After Paris. Ça sera la semaine prochaine. Merci à tous, à bientôt. Ciao. RMC After Paris.